Bonjour à tous, je suis Johanna Battista du cabinet Hector Advisory. Bienvenue à l'entreprise curieuse, le podcast qui apporte des illustrations concrètes de la curiosité en entreprise. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de parler avec Damien Nuitens, directeur expérience client et opération, et aussi membre du comité exécutif d'Edenred France. Damien a longuement travaillé chez SFR, puis chez AXA, autour de la transformation customer-centric, de la fidélisation client, de la digitalisation des usages et du développement des ventes ou du revenu. Plus récemment chez Edenred, il continue à apporter l'engagement de ses entreprises à se différencier en proposant la meilleure expérience client du marché dans un contexte de forte croissance du portefeuille client. Le fil conducteur de sa carrière de plus de 20 ans est l'obsession de mettre les clients au centre de la stratégie de l'entreprise. Il a remporté avec ses équipes 3 titres de service client de l'année consécutifs dans 2 secteurs différents. Bonjour Damien. Bonjour. Lorsqu'on parle de curiosité en entreprise, qu'est-ce que ça évoque pour vous ? Ça évoque quelque chose qui est absolument indispensable aujourd'hui, pour 2 raisons. Je pense que si on réfléchit à ce qu'est l'entreprise, finalement, c'est un corps social qui a vocation à proposer des produits, des services à destination de clients. Et ça s'inscrit toujours dans un contexte de temps et d'espace donné. Et donc, quelque part, une entreprise, c'est une marque qui entretient un dialogue régulier et permanent avec ses clients. Et ce dialogue, pour qu'il soit nourri et de qualité, pour apporter des solutions à ses clients, il faut avoir la compréhension du contexte dans lequel ils évoluent au quotidien. J'ai envoyé l'autre jour une citation de Akio Morita, qui était un des cofondateurs de Sony, qui disait que le moteur de l'innovation, c'était la curiosité et la volonté d'apporter des solutions concrètes à des problèmes. Et je crois vraiment à ça. Et ce que j'ai pu observer maintenant avec un peu de recul dans ma carrière, c'est que les entreprises qui avaient cette ouverture, cette curiosité, en général, étaient en capacité de mieux saisir les opportunités de marché que celles qui étaient un peu plus auto-centrées sur elles-mêmes. Quelles sont, selon vous, les preuves qu'une entreprise est vraiment curieuse ? Je pense qu'il y en a plusieurs. Il y a déjà la capacité à saisir les innovations. Le fait d'être finalement dans les premières entreprises à lancer certains types d'initiatives, comme on essaie de le faire chez Edenred, par exemple autour de l'IA. Le fait, en tout cas, de s'y intéresser, de le faire avec méthodologie, mais le fait de pas refuser et en tout cas d'être plutôt en avant-garde, parce que c'est aussi par l'expérimentation qu'on apprend et qu'on prie des erreurs qu'on peut faire ou des choses qu'on doit améliorer. Donc ça, c'est un premier signe, la capacité à saisir les innovations. Et je dirais que le deuxième critère, qui est peut-être quelque chose que j'ai pu observer moi par le passé, c'est aussi l'ouverture de l'entreprise. Par exemple, la capacité à avoir des collaborateurs qui ont la liberté à aller s'exprimer dans des forums métiers organisés par des éditeurs de solutions, par des experts du secteur, etc. Je pense que c'est important de se nourrir aussi du retour des pairs et de ce qui se passe sur son marché et sur son expertise, en tout cas en termes de métier. Alors, moi, j'ai connu des contextes différents où parfois les entreprises sont pas dans cette démarche-là, sont plutôt dans une entreprise où elles interdisent aux collaborateurs, par exemple, de participer à des événements externes. Moi, je crois au contraire que c'est un signe de vitalité et de dynamisme et justement de curiosité que de laisser les collaborateurs aller partager sur ce qu'ils font et se nourrir aussi du partage de leurs pairs. L'esprit entrepreneurial fait partie de l'ADN d'Edenred. On avait parlé de ça. Comment est-ce que vous faites au quotidien pour le nourrir ? C'est une très bonne question parce que ça reste quand même un challenge au quotidien. Je pense qu'on a une culture du résultat qui est extrêmement forte. Donc là, on a une dimension entrepreneuriale qui est portée en elle-même, en fait. Aujourd'hui, c'est quoi l'esprit entrepreneurial ? Finalement, c'est de l'audace et c'est quand même une orientation féroce sur le résultat et la capacité à délivrer, encore une fois, le meilleur service ou la meilleure solution à ses clients. Je prends un exemple. On a notre service client qui, il y a quelques jours, a été reçu comme récompense pour la 10e fois d'être service client de l'année dans sa catégorie. Je pense que quelque part, c'est justement un projet intrapreneurial au sein de l'entreprise. C'est-à-dire, c'est notre capacité aussi à se remettre en cause régulièrement. C'est-à-dire que je pense que l'esprit d'entreprise, c'est ça, c'est la culture du résultat. Et c'est pas considéré pour acquis les résultats du jour. Parce qu'on sait qu'encore une fois, on est dans ce dialogue permanent avec nos clients qui sont des consommateurs, qui évoluent aussi, que ce soit en B2B ou en B2C dans un contexte donné. Et que le fait, justement, d'avoir une capacité à se remettre en cause, y compris quand ça va bien, c'est super important. Et par exemple, ce 10e prix, je pense à l'exemple là du service client, c'est tout sauf de la continuité. On pourrait se dire, bah voilà, c'est quelque chose d'installé, il y a une qualité de service qui est dans la durée. Évidemment que la qualité de service est dans la durée, mais pour la maintenir dans la durée, justement, tout l'enjeu, c'est de savoir quand on est en haut,
se réinventer. Voilà. Notre CEO Bertrand Dumazy prend souvent cette image, il dit il faut réparer le toit de la maison avant qu'il ne pleuve, et je crois beaucoup à ça. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est quand tout va bien qu'il faut avoir le courage de se remettre en cause, de changer les pratiques et justement d'aller innover. Déjà bravo pour votre Merci. prix de tous les ans. Vous venez de parler d'expérience client. On sait que c'est quelque chose maintenant de laquelle vous êtes le grand expert. Et je serais intéressée, parce qu'on sait que curiosité c'est aussi aller vers les autres. Comment est-ce que vous faites dans cette volonté d'améliorer cette expérience de client, d'aller vers vos clients et de les connaître de mieux en mieux? La première brique, c'est déjà de beaucoup les écouter. Et là, on a eu un programme qui a été implémenté dans l'ensemble du groupe, pas seulement en France, qui s'appelle Passion for Customer, la passion du client. Donc, c'est assez puissant aussi en termes de messages véhiculés. Dont la première brique était justement de mettre en place des dispositifs de mesure, ce qu'on appelle la voix du client, donc des petites enquêtes qui permettent de savoir à chaque étape de leur parcours chez Edenred, de comprendre quel est leur ressenti en termes d'efforts réalisés, de recommandations de la marque suite à cette étape de parcours, et puis de lever tous les petits irritants potentiels. Donc ça, le premier sujet déjà, écouter, passer du temps à écouter nos clients, mais aussi nos collaborateurs, notamment nos collaborateurs qui sont en contact direct avec nos clients, que ce soit les collaborateurs du service client, nos partenaires, les commerciaux qui tous les jours aussi sont en lien avec nos clients. Donc beaucoup écouter nos parties prenantes, clients, collaborateurs. Et puis le deuxième étage, on va dire, de la fusée, c'est comment aller plus loin une fois qu'on les a écoutés, qu'on a compris quels étaient les points de force de nos propositions, mais aussi les points de faiblesse, comment on pouvait aussi mieux travailler avec nos clients pour aller développer nos produits et nos services pour qu'ils répondent encore mieux à leurs attentes. Et là, on a créé, avec notre équipe Expérience Client, un laboratoire qu'on appelle Eden Lab, dans lequel on a un panel de plusieurs milliers de clients et utilisateurs de nos solutions, avec qui on teste régulièrement les évolutions sur nos produits pour identifier aussi ce qui est prioritaire et quelles peuvent être les choses qui leur amènent vraiment de la valeur. Bien, donc je vois qu'il y a plein de projets que vous menez pour innover au sein de l'entreprise. Est-ce que vous pourrez nous en parler un peu de ces tests d'innovation que vous faites et si possible, est-ce que vous implémentez des indicateurs de mesure pour les suivre de façon concrète? Oui, tout à fait. Je pense que ce que on évoquait tout à l'heure sur la culture d'entreprise et je pense on a une culture du résultat qui est assez forte chez Edenred. Donc c'est vrai qu'on essaie aussi à chaque fois qu'on met en place des projets, notamment des projets d'innovation, de se donner les indicateurs qui simplement définissent si le projet est un succès ou un échec, ce qui peut arriver, ça fait partie aussi du cycle de l'innovation. Je pourrais en prendre notamment 2 exemples concrets sur ce qu'on essaie de faire aujourd'hui autour de l'intelligence artificielle. Beaucoup en parlent. Nous, on est aujourd'hui dans une phase chez Edenred où on commence à déployer des premières initiatives, que ce soit des initiatives à destination de notre efficacité opérationnelle. Là aussi, je pourrais parler du service client, de l'expérience client, avec des démarches autour du speech analytics, mais aussi des choses visibles de nos clients. Par exemple, d'ici quelques jours, on devrait être en capacité de déployer notre premier chatbot qui aura une couche d'intelligence artificielle générative pour avoir une expérience conversationnelle de bon niveau. Donc on fait ça, évidemment, c'est pour amener d'abord de la disponibilité 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 à nos clients et utilisateurs. C'est aussi pour tester de nouvelles approches, ouvrir de nouvelles possibilités d'échange, encore une fois, avec nos clients et utilisateurs. Mais évidemment que toutes ces technos et ces innovations, elles ont un coût. Donc c'est aussi important de se donner des critères qui vont définir ce qui est une réussite ou pas. Et donc dans les critères qu'on a définis, par exemple, sur ce type de projet, il y a des critères assez évidents déjà d'utilisation, de satisfaction des utilisateurs, et puis il y a des critères qui sont beaucoup plus des critères d'usage. Est-ce que la solution est réellement utilisée? Est-ce qu'elle apporte de la valeur? Est-ce qu'elle permet au client de retrouver plus rapidement l'information, l'autonomie? Et donc de trouver un modèle économique qui permette d'être gagnant-gagnant entre nos clients et l'entreprise. Très bien. Du coup, sans vouloir faire un hors-piste, je pose quand même une question. Vous avez parlé de projets qui peuvent échouer. Comment est-ce que vous gérez ces cas-là? De manière assez classique, c'est-à-dire que je pense qu'il y a des projets qu'on fait parfois pivoter un peu à l'image des startups. Et puis il y a des projets où qu'on abandonne. C'est important aussi. Je pense que justement, c'est quelque chose justement qu'on a à la culture d'entreprise. C'est pas toujours facile d'ailleurs d'abandonner des projets, mais il faut savoir le faire parce que ça nous permet aussi de mettre du focus et de l'effort sur là où on a vraiment de l'enjeu. Donc voilà, donc c'est de manière assez générale. Je pourrais prendre un exemple, par exemple sur les technologies d'IA. Évidemment qu'il y a des choses qu'on teste qui donnent pas encore complètement les résultats qu'on espérerait parce que les technologies elles sont encore en cours de déploiement, elles sont pas toutes au même niveau de maturité, donc peut-être qu'il y a des choses qui seront au niveau attendu d'ici 2 ans, 3 ans, et parfois on peut être amené à réorienter. Par exemple, je parlais du speech analytics, donc la transcription
des appels, des conversations avec le service client, mais tout à fait anonymisées pour comprendre finalement quels peuvent être les points de friction pour nos clients. On l'a abordé dans une approche qui était très dégagée de l'insight pour favoriser le déploiement de nos roadmap produits. C'est quelque chose qui fonctionne plutôt bien, mais on a perçu qu'il y avait d'autres potentialités en avançant dans le projet, notamment le fait de décharger nos équipes de relations clients d'un certain nombre de tâches administratives qui consomment du temps, qui ont peu de valeur vue du client et qui sont pas ce qui excite le plus nos équipes. Donc voilà, ça par exemple, c'est pas forcément un échec, mais c'est plutôt une réorientation de priorité projet en cours de route parce qu'on découvre que le produit est plus performant pour un besoin qu'on n'avait pas forcément identifié au départ. Oui, donc cette agilité pour se remettre en question et réorienter. Exactement. Merci. Et accepter l'idée qu'on apprend en marchant et qu'on part évidemment avec des convictions, mais qu'elles doivent se confronter à une réalité, et en particulier à l'usage des clients. Très bien. On a parlé de cette importance que vous donnez à écouter vos clients, et on a aussi parlé un peu de faire la même chose en interne côté collaborateur. Et donc, je serais intéressée de savoir, concernant les carrières de vos collaborateurs en interne, quelle est la grande révolution des compétences que vous anticipez et comment est-ce que vous faites pour l'amener dans un futur proche? Je pense que c'est le sujet majeur qui va se poser aux organisations, et pas qu'aux organisations, je pense que par exemple ça tire de nombreux sujets au niveau de l'éducation aussi de nos enfants. Dans les années à venir, il y a la révolution des compétences qu'on a est fondamentale. On va passer d'un monde qui privilégiait majoritairement les hard skills, les compétences techniques, on le voit d'ailleurs dans pas mal d'études, et on voit de plus en plus l'émergence maintenant des soft skills dans les besoins en recrutement des entreprises. Donc ça, c'est un changement qui est important, parce que les soft skills, il y a des gens qui naturellement les ont plus que d'autres. Ça veut pas dire pour autant qu'on doit laisser ceux qui les ont moins. Donc il y a tout un enjeu de les accompagner là-dessus et accompagner des collaborateurs autour des soft skills, de ce qui finalement va faire demain la différence dans une relation commerciale client versus leur apprendre à appliquer des process ultra standardisés. Quelque part, c'est beaucoup plus difficile à faire que ce que justement leur apprendre à des équipes à appliquer des process très standardisés qui demain seront pour en partie portés par des algorithmes ou des outils. Donc on est vraiment sur des sciences humaines, sur de l'accompagnement, sur du développement personnel, mais pour autant, je reste absolument convaincu que c'est là-dessus que demain les entreprises feront la différence. Il y aura celles qui auront réussi à accompagner leurs collaborateurs sur ces dimensions-là, et celles qui ont moins réussi, et que quelque part c'est bien là-dessus que se construira la différence, parce que la techno, on peut prendre de l'avance, c'est tout l'intérêt de l'innovation, mais elle est toujours réplicable, et au bout d'un moment, ça devient de la dette. Ce qui est beaucoup plus compliqué à différencier, c'est le capital humain. En tout cas, à répliquer, c'est le capital humain, et je crois beaucoup à ça. Alors après, ça tire plein de sujets, et sur lesquels, chez Edenred, on est totalement mobilisé, notamment sur l'engagement des collaborateurs. Parce que qui dit formation sur des soft skills, qui dit la capacité à faire monter en compétences des équipes, ça va nécessiter du temps, et du temps long, en fait, pour accompagner nos collaborateurs sur cette dimension-là, plus que sur des hard skills, paradoxalement. Et donc, ça veut dire que plus que jamais, on a des sujets d'engagement des collaborateurs pour qu'ils restent le plus longtemps possible dans l'organisation, pour qu'ils s'y épanouissent et qu'ils soient eux-mêmes dans cette démarche qui est une démarche d'éclosion personnelle sur ces dimensions. Très bien. Est-ce que la curiosité joue part dans cette démarche d'engagement ? Je pense qu'elle joue doublement, parce qu'elle joue la part des collaborateurs qui eux-mêmes doivent faire aussi cette démarche dans un monde en transformation. Donc il y a une démarche qui vient des collaborateurs et une curiosité nécessaire, et puis une curiosité de l'entreprise aussi pour s'ouvrir à des techniques ou à des méthodes qui demain doivent permettre aussi d'accélérer ces transitions, et en tout cas accompagner du mieux possible nos collaborateurs dans cette révolution des compétences. Très bien. Merci beaucoup, Damien, pour votre témoignage. Oui. Une dernière question. Est-ce que vous auriez une personne à me conseiller que vous serez intéressé d'écouter sur ce thème ? Tout à fait, puisqu'on parle de révolution des compétences, et que je pense qu'en réalité, c'est le vrai enjeu des années à venir. Moi, je vous conseillerais d'interviewer Angélique Gérard, qui a été la numéro 2 de Free des années. Elle a connu toute l'historique du développement de ce grand opérateur qui a été un de mes concurrents quand j'étais dans les télécoms, et qui est quand même une très belle success story, et qui par ailleurs a maintenant aujourd'hui monté une académie de formation qui s'appelle la STEM Academy, qui est un ESS et qui justement vise d'une part à promouvoir la place des femmes dans les milieux de la tech et de la data, et d'autre part à accompagner les entreprises sur ces nouveaux enjeux on va dire d'upskilling, pour prendre un anglicisme, de monter en compétences sur ces nouvelles formations autour de l'IA, mais aussi de l'intelligence émotionnelle, et finalement de la redéfinition de ce qu'est la valeur ajoutée de l'humain dans un monde où la techno va prendre de plus en plus de place. Passionnant. Merci beaucoup. Je t'en prie.